Aujourd'hui, je suis au Manitoba pour rencontrer le ballet royal de Winnipeg. C'est ça? Sauve des animaux. Aujourd'hui, je suis au Manitoba pour sauver des animaux. Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Les Manitobains aiment les animaux. Mais après avoir fait disparaître de son territoire le bison, le bœuf musqué, le renard véloce et de nombreux dinosaures marins, les Manitobains se sont dit qu'ils devraient peut-être aimer ces animaux et ces habitats naturels différemment. Le Manitoba est même devenu la première administration au Canada à s'engager à protéger des exemples représentatifs de tous ces paysages diversifiés. Ce n'est pas clair ce que ça veut dire, mais ils sont les premiers. Au Manitoba, plusieurs organismes sont dédiés au bien-être des animaux, comme Conservation Manitoba, Nature Manitoba, le Centre de réhabilitation Wildlife Haven, le Marais Oak-Hammock et d'autres organismes dont vous n'avez jamais entendu parler. Et pour veiller au bien de ces animaux, ça prend des gens. Et ces gens sont souvent des bénévoles. Et ces bénévoles sont passionnés. Et cette passion est pour les animaux. Et pour veiller au bien des animaux, ça prend des gens. Et je crois avoir fait le tour. Je suis présentement au nord de Winnipeg. Je roule en direction du marais Oak-Hammock. Et ce marais-là, il est super important pour tout le parcours migratoire des oiseaux. En fait, c'est comme une grosse station de service pour oiseaux, tu sais. Moins le mauvais café, qui est sur le réchaud depuis genre 5 heures, là. Qui goûte vraiment mauvais dans le fond de la gueule. Qui prend lequel, là? Moi, je prends le vieux, toi, tu prends le beau neuf. T'as le vieux, j'ai le nœud. Exactement. OK. Jacques, raconte-moi donc un peu l'histoire du marais. En fait, le marais ici, il y a une histoire assez intéressante parce que si on remonte environ il y a 250 ans, avant l'arrivée des Européens, Ouais. le marais avait une superficie d'environ 470 km², donc de Winnipeg jusqu'à la hauteur des lacs Winnipeg. Oh, C'est vraiment wow. immense comme endroit, un grand marais rempli de quenouilles d'animaux. Et puis, évidemment, quand les colons sont arrivés, ils ont commencé à défricher, drainer pour pouvoir utiliser la terre qui est en dessous des marais. Pour faire des champs? Ah oui, pour faire des champs. Puis, vers la fin des années 60, il restait à peine 0,5 km de terre humide. Donc, pratiquement complètement disparu. Ben voyons Alors, donc. tu peux imaginer un peu l'impact sur la faune, sur la flore, sur les canards, sur les oiseaux. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a dit, mais peut-être qu'on a trop drainé de marais. On devrait peut-être en reconstruire un petit peu. Un petit peu. Comment tu reconstruis un marais? Bien, on construit des digues avec de la glaise pour empêcher que l'eau s'écoule, évidemment. Et puis donc, il y a plein de différentes cellules qui sont interconnectées les unes aux autres pour qu'on puisse en fait recréer des conditions un peu plus naturelles. Puis pourquoi c'est important d'avoir recréé ce marais-là? Bien, pour la diversité faunique, en fait, ici au marais, on trouve environ 300 espèces d'oiseaux. Puis qui convergent toutes vers Tout ici. exactement. Souvent, c'est leur seul arrêt en plus. Ils vont partir du nord, ils vont partir de la toundra arctique. Ils vont voler peut-être une journée, 24 heures. Ils vont arrêter ici, ils vont se reposer, reprendre des forces. Attends. De la toundra jusqu'à ici, un petit journée. 24 heures. Ils volent sans s'arrêter. Tout à fait, selon l'espèce. Il y a des espèces qui vont venir, qui vont partir de la toundra, par exemple, le loi des neiges. Ils vont partir de la toundra, va revenir jusqu'ici. Et puis, elle va parfois continuer, après quelques semaines ici, pour avoir bien pris des forces, va continuer jusqu'au golfe du Mexique. Fait une grosse journée de vol. Oui, c'est ça. Un petit 2-3 semaines Exactement. pour Ça dépend des récupérer. espèces. Alors ça, c'est un filet japonais. OK. Puis ça, c'est comment on les attrape. Paula, ici à Oak-Hammock, c'est pas juste une place pour observer les oiseaux, vous les étudiez aussi. Exactement. On fait de la recherche, on fait le bagage. On met un petit bracelet sur le... Une bague, là, dans le fond, c'est Une pour ça qu'on bague, dit un oui. bagage. Oui. C'est ça? OK, d'accord. Oui, sur les pattes. Puis ça nous aide à voir combien d'oiseaux par espèce sont ici. Puis on peut tracer les routes de migration.
Donc moi, je pourrais pas faire ça là, pour l'enlever du filet. Non, parce que ça prend beaucoup de pratique, puis c'est plus difficile que ça a l'air, parce que les gens... Non, ça a l'air difficile. Je te le confirme. La plupart des oiseaux qu'on peut attraper ici font leur nid dans la forêt boréale. OK. Alors, on ne peut pas les observer là. Alors, pendant la migration, c'est le temps de le faire. Vraiment, c'est juste une autre de leurs situations stressantes dans leur journée. Ils en vivent beaucoup. Ça, c'est juste Oui. une de plus, dans le fond. Une de plus, s'il est chanceux, c'est la première de la journée. Et s'ils ne sont pas chanceux, c'est peut-être la 12e ou 13e. Donc, l'oiseau vient ici, Oui, il reste pris dans un filet. oui. Là, vous leur mettez une bague et elle sert à quoi, la bague? Qui va retrouver cet oiseau-là plus tard? Bien, peut-être nous-mêmes. OK. C'est parce que, par exemple, aujourd'hui, on a attrapé un de nos oiseaux 3 fois aujourd'hui. Alors, ça, c'est un résident. Le même oiseau 3 fois? Le même oiseau 3 fois. Alors, c'est résident et il ne migre pas. Mais il y a d'autres observatoires dans toute l'Amérique du Nord, puis peut-être ils vont l'attraper. Ou s'il est mort, puis j'encourage toujours aux personnes de, s'ils trouvent un oiseau qui est mort, regardez la patte, parce que s'il y a un petit bague, on veut le numéro. Donc, c'est vraiment pour les autres centres d'observation qui peuvent voir le code et retracer le parcours de cet animal-là. Oui, tu peux voir qu'il y a des petites traces rouges, juste très... OK. Yeah. Puis ça, c'est sur les mâles. Mais pourquoi pas juste regarder les organes génitaux? Ben, parce qu'ils sont à l'intérieur. Ah oui, hein? Oui. Même les mâles? Même les mâles. Puis cette bague-là, est-ce que ça peut nuire à l'oiseau plus tard, le poids ou des choses Non, comme ça? non, c'est très léger. Puis c'est comme avoir un montre. Ça, quand tu mets un montre, la première fois, ça te dérange pour une demi-heure ou quelque chose. Même chose pour les oiseaux. Les plumes de la queue sont aussi très pointues puis fines. Alors, c'est éclos l'année passée. OK, Alors, ça veut dire que c'est un jeune oiseau. jeune ça, oiseau, c'est ça. yeah. Alors, on lui donne un code de 5. Et pourquoi c'est important de mettre des bagues et de tracer le parcours des animaux comme ça? Parce qu'on ne sait pas assez des oiseaux. On ne sait pas où ils vont pendant qu'ils migrent, où ils restent pendant l'hiver. On ne sait pas combien il y a de certaines espèces. Puis on ne sait pas où conserver l'habitat parce qu'on ne sait pas où ils vont. Alors, toutes ces informations nous donnent un meilleur portrait de où conserver de l'habitat, où est-ce qu'on devrait faire la conservation. Oui. Donc, on leur fait vivre un petit moment de stress dans le but de les aider grandement plus tard. Exactement. Jour 2 de mon périple animalier. Je suis au sud de Winnipeg, à Île-des-Chênes. Je viens d'arriver au centre de réhabilitation Wildlife Haven. Essentiellement, je m'en viens sauver tous les animaux. Rien de moins. OK, ben, c'est plus gros qu'un oiseau-mouche, fait que Ben, ça, je c'est pense bon. que oui. Donc, voyons voir. Je dirais entre le vautour, là, tu pourrais choisir. Je dirais entre le vautour puis l'aigle. Ça, c'est mon nom de gang. Oh! Aigle Vautour, c'est comme ça que mes boys m'appellent. Peux-tu m'expliquer c'est quoi, en gros, le Wildlife Haven? Oui, Wildlife Haven, c'est un organisme charitable qui a été commencé il y a 37 ans. 37 Donc, ça fait longtemps que ça existe, oui. C'est un organisme qui a comme but de faire le traitement d'animaux qui sont blessés, orphelins ou malades, vraiment avec le but de la réintroduction à la nature. Ici, c'est notre aile d'hôpital. Donc, Ouais, une ça fois file l'hôpital un peu, C'est hein, ça, c'est ça, ouais. ça. Donc, pareil comme un hôpital normal, une fois que les patients ils ont eu leur examen, on a déterminé le plan de traitement, bien là, on leur trouve une chambre. Donc, on a des différentes chambres pour les différentes espèces d'animaux. Est-ce que tu sais à peu près, vous recevez combien d'animaux par année ici? Oui, là, on est rendu à peu près à 2500 animaux par année. Par année? Ah! C'est quoi les animaux les plus typiques que vous recevez ici? C'est difficile à dire. On voit en moyenne par année au-delà de 150 espèces. Quand même! Au printemps, les petits lapins, les écureuils et les petits oiseaux
sont très communs. Mais quand même, on voit beaucoup d'aigles, on voit beaucoup d'hiboux, on voit des renards, des buses, des pélicans. On a un peu de tout ça. Mais je sais qu'il y a des ours polaires à Churchill, dans le nord Oui. du Manitoba. Vous en avez pas eu? Non, on fait pas d'ours ici. Donc, ça fait pas partie de notre permis. OK. Ouais. OK, Samantha, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va préparer la nourriture pour les castors qu'on a. Vous avez des castors? Oui, 3. On a 3 castors. OK. Yeah. Puis là, on leur fait leur dîner. Oui, je vais préparer le maïs, des carottes, des pommes, patates douces. C'est comme une grosse salade là, qu'on Yeah. leur fait. Donc, ça, c'est notre castor, donc côte de castor. Ils sont là-dedans. Oui. OK. Oh. Ah, ils sont beaux. Ils sont beaux. Leur nourriture préférée, c'est des pommes puis des patates douces. Puis, on peut aussi donner du bois. Donc, tu peux choisir quelques branches. Ça a l'air vraiment bon. Ces castors-là, est-ce qu'ils vont retourner dans la nature après? Oui, donc l'année prochaine, elle peut retourner à la nature. Elle commence à apprendre comment faire les œufs et les digues. Mais personne va leur montrer, là. Non, c'est inné, c'est un instinct. Elle commence, si tu peux voir les branches, elle place les branches comme un petit, le commencement d'une Petite hutte. hutte. Yeah. Oui, c'est ça. Elle commence. Ici, vous avez aussi des ambassadeurs assez uniques. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, donc, comme je t'ai dit, Wildlife Haven, on a comme but de faire le traitement et la réadaptation d'animaux sauvages avec le but de les relâcher en nature. C'est là qu'on veut qu'ils soient. Mais malheureusement, ça ne peut pas toujours fonctionner comme ça. Des fois, il y a des patients qui rentrent avec des blessures catastrophiques. Là où on sait qu'ils ne pourraient pas survivre en nature. OK. Donc, on a un programme d'ambassadeurs. Donc là, c'est quand on garde certains de ces animaux-là pour qu'ils deviennent des résidents permanents ici à Wildlife Haven. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est plutôt des oiseaux de proie, certains reptiles, les amphibiens aussi. Puis là, on fait de l'entraînement avec eux et ils deviennent partie de l'équipe qui font l'éducation avec des jeunes d'école, avec des membres de la communauté. Ils nous aident à partager le mot au sujet de Wildlife Haven et la protection de leurs habitats. Donc, Amy, elle, c'est une de vos ambassadrices, c'est ça? Oui, Ash est une de nos ambassadrices. On avait Ash depuis 2018 et elle est venue ici comme un orphelin. Alors, ses parents n'étaient pas autour d'elle. On ne sait pas pourquoi, mais malheureusement, elle était devenue orphelin. Alors, des personnes qui ont trouvé Ash avaient Ash à leur maison pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, elle est devenue imprimée sur les humains. Mais malheureusement... Donc, elle va copier, elle va imiter ses parents. Exactement. Mais maintenant, elle pense qu'elle est un humain. Alors, elle ne sait pas comment agir comme un oiseau. Elle aime être avec les humains et elle a peur de les autres oiseaux. Alors, pour cette raison, elle ne peut pas être relâchée la nature. Parce que pendant ses 3 premières semaines de vie, elle a copié des humains qui l'ont accueillie chez eux. Yeah. Oh, mon Dieu. C'est drôle, mais c'est aussi triste. Ben oui. Et c'est pourquoi on dit à tout le monde que si tu trouves un animal qui est orphelin ou qui est juste blessé, donne-nous un appel, puis on peut t'aider à ce moment. Donc, dans le fond, c'est triste que Ash ait imprimé sur des humains, mais là, en même temps, sa nouvelle mission, c'est devenu d'éduquer et de conscientiser les humains sur quoi faire avec des animaux sauvages. Exactement. Quand on regarde nos statistiques année après année, on peut voir que de 93 à 95 des cas qu'on traite ici peuvent être retracés à l'action humaine. Ah ouais, hein? Oui. Comme Donc, quoi, genre? Comme des collisions avec des fenêtres. Pour les oiseaux, je pense que c'est assez exactement, typique, ça. oui. Ou des collisions avec nos voitures, nos chats qui vont chercher un nid de bébé lapin, peut-être un aigle qui frappe nos lignes électriques. Il y a toutes sortes d'exemples.
La région ici a quand même un héritage culturel et historique particulier avec la culture autochtone et métisse. Et je crois que toi aussi. Oui. À quel point est-ce que ça a un impact sur le travail que vous faites ici? Tu sais, je pense que chacun de nous, on sait qu'on a un gros impact sur nos animaux sauvages. On construit notre maison où il y avait un marais. On construit nos autoroutes là où il y a un corridor de migration. Moi, je vois ça plutôt comme, non, notre rôle, c'est de minimiser l'impact humain et d'essayer de remettre un peu de balance dans les écosystèmes, là où on a vraiment débalancé les choses. Donc, il y a une grosse part d'éducation aussi là-dedans. C'est ça. Est-ce que c'est ça que tu dirais que tu aimes le plus de ton travail? Ça, et puis relâcher un animal qui a fini son traitement. Ah ouais? Une fois que tu vois l'aigle s'envoler ou l'hibou s'envoler, ça, c'est un sentiment pas mal le fun. Ça doit le sentiment de mission accomplie. C'est ça. Tu sais, je dis souvent que Wildlife Haven, c'est pas seulement ce bâtiment, c'est pas seulement ce campus. Wildlife Haven, c'est toute une communauté de gens qui travaillent depuis 37 ans. Donc, pour moi, on dirait que chaque fois qu'on puisse relâcher un animal, je ressens tout cet effort-là. Je suis de retour au marais Oak-Hammock. Là, Jacques a dit qu'il voulait m'amener dans l'eau. Honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire. All right! Alors, Vincent, voici, j'ai amené 2 paires de cuissards de Hatataï. OK. Il y en a une qui a des trous, il y en a une qui en a pas. Alors, je sais pas, on va jouer un petit peu à la roulette russe aujourd'hui. À la cuissarde russe. À la cuissarde russe, Tu me alors. dis pas c'est laquelle? Je sais pas. On va découvrir ensemble. OK, je vais Alors. prendre la plus proche. Parfait. C'est bon. Fait que là, on s'en va dans le marais, là, c'est ça? Oui, oui. Oh! Donc, Tu m'as pas dit qu'il y avait une marche! ben, attention à la marche. OK! C'est sûr que là, on arrive dans la section plus vaseuse du marais. Donc, il faut faire Colin! attention pour pas que le marais t'absorbe. Pas beaucoup d'oxygène dans cette vase-là. Donc, contrairement aux autres insectes qui ont le sang clair ou vert, eux, leur sang est rouge parce que l'hémoglobine, comme pour nous. Alors, c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment aller chercher l'oxygène. Un bel escargot ici, Ouais. on a des crevettes. On pourrait quasiment se faire un petit Quoi? repas. Il y a une crevette? Oui, une petite crevette de douce De quoi ici tu qui mange parles? dans le fond également. Mais ça se mange-tu, ça? Ça pourrait, j'imagine, les canards adorent ça. Alors, moi, j'ai jamais goûté. Moi, je suis pas très fruit de mer. Mais, OK, moi, je le j'imagine- suis très. Ben, let's go, on va voir. Cru de même. Je suis pas sûr. Sushi? Sushi de crevettes? Mais sinon, tu vois toute la diversité d'insectes qu'on voit ici. La quantité également, surtout les petites puces d'eau. Alors, ça, c'est vraiment la base du système alimentaire. Quand tu vois les canards qui se mettent la tête dans l'eau et qui vont chercher de la bouffe, c'est ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent quand ils partent d'ici? En fait, les terres humides en tant que telles, c'est le rein de la nature, de la terre. Ils viennent filtrer l'eau de façon naturelle. Ça recharge un peu l'eau souterraine également. C'est un endroit, c'est une pouponnière pour beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux. En fait, les marais, on les considère un peu comme les forêts tropicales du Nord, au point de vue biodiversité. Parce qu'il y a tellement de Il y vie. a tellement de vie, il y a tellement d'espèces différentes qui se retrouvent dans un endroit assez restreint que c'est ça, c'est comparable aux forêts tropicales. Ah, je pense que je suis vraiment stock. Ah. Je pense que je suis vraiment pris. Bon, ben salut, là! À la prochaine! Vraiment. Ah, regarde, t'as 2. Mon pied gauche. OK, Excellent. OK, je suis là. Regarde, t'as 2 crevettes qui sont en train de faire des levées crevettes ici. Ah! Je te dis, c'est Ils font ça, cet enjeu, eux autres? présentement, oui, en Merci. direct sous nos yeux. C'est pas mal À intéressant. télé? Oui, live en direct. Aucune scrupule. Non, du tout. À quel point c'est important pour toi qu'il y ait un service bilingue ici? Ben, on a beaucoup de francophones ici au Manitoba également. Il y a plusieurs communautés francophones et beaucoup d'écoles d'immersion qui veulent venir apprendre dans la langue française. Alors, ça nous donne la chance de pratiquer notre français et puis de communiquer dans une langue qui nous est chère. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un morceau de quenouille, là. C'est une branche? Une branche, oui. Ouais, mais une branche carnivore. Même pas. Tu brises mes rêves! Ah, ici, j'ai quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un adulte. M'en viens. En fait, c'est un éphémère. L'éphémère vit dans l'eau pendant 1 an, 2 ans. Puis quand elle émerge, quand elle devient une adulte, elle sort de l'eau, il lui reste 24 heures à vivre. Sa vie est éphémère. Sa vie est éphémère. Elle perd sa bouche. Elle n'a plus besoin de se nourrir. Tout ce qui reste à faire pendant ces 24 heures-là,
c'est trouver un partenaire puis reproduire l'espèce. Elle a pas de la 24 pression, hein? Colin, hein? Ça, c'est de la Wow! pression. Puis ils n'ont même pas Tinder, eux autres, là, pour En trouver plus, du monde. non. Les gens, souvent, malheureusement, ils ont vu les paramètres comme étant des endroits qui sont nauséabonds, pleins de moustiques, puis tu sais... Mais je pense Ça que sert à rien. Ça sert à rien, c'est ça. Les gens ont drainé ça pendant des années. Mais là, je pense que les gens commencent à comprendre que oui, c'est important, il faut les conserver, il faut les préserver pour les générations futures. Est-ce que ce serait ça le défi des marais et des zones humides partout au pays? Absolument. On en perd encore aujourd'hui. C'est ça qui est un petit peu déprimant, c'est que malgré tout le travail qu'on fait pour montrer aux gens l'importance des terres humides, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne voient pas les bénéfices à long terme que ça peut nous apporter. Alors, c'est ce qu'on essaie le message qu'on essaie de leur inculquer. J'ai tellement apprécié mon séjour. Là. Je veux dire, regardez ça comme c'est beau, comme c'est serein. Il me semble que je passerais des journées complètes, moi, à juste me promener, puis observer, puis parler aux gens, puis qu'ils me racontent leur passion, puis juste profiter du paysage, tu sais. Hey! C'est ça que j'ai fait! Yeah! Excusez-moi, les oiseaux. Hey, je me promenais, puis j'ai trouvé plein de vieux os de dinosaures qui flottent ici dans les marais. J'en reviens pas. Personne n'avait vu ces os-là de dinosaures. Ils sont juste là. Ben voyons donc. Je suis comme un paléontologue.